Bienvenue sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc là, nous avons à l'écran la visite virtuelle du Palais de l'Élysée qui est offerte par le site officiel de l'Élysée. Donc si vous avez envie de vous prendre pour le président de la République, le site officiel du Palais de l'Élysée vous le permet avec cette visite virtuelle. Trêve de plaisanterie, nous allons aller maintenant dans le vif du sujet. Donc normalement, je devais faire une vidéo d'actualité sur les sondages, sauf qu'il n'y a pas eu de nouveaux sondages depuis la publication de ma précédente vidéo, sauf peut-être Cluster 17, mais on en a parlé dans une vidéo dédiée. Donc l'actualité des sondages, c'est toujours la même, donc Macron, Pécresse au second tour, Le Pen qui talonne Pécresse, Zemmour pas très loin derrière, et enfin Mélenchon qui flirte avec les 10%. Donc voilà, rien de nouveau là-dessus. Du coup, nous allons faire une rétrospective de ce qui se passait durant les mois de décembre précédant les précédentes élections présidentielles. Nous allons commencer en 2002 et nous allons aller petit à petit jusqu'à la précédente élection de 2017. Donc, nous y voici avec ici le cas de l'élection de 2002. Évidemment, pas de surprise. Donc là, à l'époque, c'était Lionel Jospin et Jacques Chirac qui étaient pressentis pour être au second tour, avec une domination qui était cette fois-ci sans partage, donc puisqu'ils avaient chacun plus de 10 points vis-à-vis des poursuivants. À l'époque, Le Pen était crédité de carrément en dessous de 10%. Alors il faut savoir que les instituts de sondage faisaient déjà des corrections, notamment parce qu'ils savaient qu'il y avait des gens qui n'osaient pas dire qu'ils avaient voté pour Jean-Marie Le Pen, mais cette élection en particulier, ils ne l'avaient pas fait assez fort parce qu'il y avait eu encore plus de gens, mais qui ne l'avaient pas au sondeur. Et cependant, l'autre surprise, c'est que Jean-Marie Le Pen n'était même pas troisième homme, il était quatrième en décembre, puisque c'était tout simplement Jean-Pierre Chevènement, donc qui était un ancien ministre de Jospin, qui avait une ligne, on va dire, à la fois socialiste et souverainiste, un petit peu portée sur les sujets de sécurité aussi. Et donc à l'époque, c'était lui qui jouait un petit peu les troubles faits. La suite, vous la connaissez certainement. On va la voir tous ensemble pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, à partir de janvier, donc là, on défile le temps. Donc, lorsqu'on passe ici, on défile le temps. Donc, ça varie d'une page Wikipédia à l'autre. Donc, on a vu que Chirac était à des niveaux quand même assez élevés, mais qui va un petit peu baisser. Et tout comme Jospin, et on va voir que petit à petit, alors qu'on va s'avancer, les scores vont devenir de plus en plus faibles. Donc là, nous sommes en fin mars. Les deux sont donnés au coude à coude au premier tour, mais aux alentours de 20%. On n'est plus à des niveaux de 25-27%. On est plus bas. On s'aperçoit que Jean-Pierre Chevènement baisse un petit peu et que Jean-Marie Le Pen monte un petit peu, mais là, rien de transcendant. Et pour le mois d'avril, nous avons ici donc Jospin qui clairement va en dessous des 20% dès le début du mois d'avril. Chirac qui se maintient autour des 20% et un Jean-Marie Le Pen qui cette fois-ci prend un petit peu son envol aux alentours de 14%, mais sans forcément inquiéter dans les sondages les deux premiers. On voit que Jean-Pierre Chevènement baisse durant le mois d'avril et surtout sur la deuxième quinzaine d'avril. Et surprise, au soir du premier tour, Jean-Marie Le Pen est qualifié à la place de Lionel Jospin, là où Chirac avait exactement le score prévu par les sondeurs. Pour le second tour, en fait, on a pu entendre que Lionel Jospin était le favori de la présidentielle de 2002. Ce n'était pas le cas lorsqu'on voit les sondages, notamment du second tour. En réalité, Chirac et Jospin étaient véritablement au coude à coude. Donc, c'était le cas évidemment en décembre. Mais c'était encore plus le cas durant l'année 2002 où on avait vraiment un cheveu entre les deux. Donc là, on est 51-49, c'est très faible en comme écart. Donc aucun sondage ne mettait Jospin clairement en favori, loin de ceux qui sont publiés ici, donc c'était Nes Sofras, mais je pense que les autres n'en étaient pas très loin, c'était vraiment partagé. Nous allons maintenant sauter d'élection, donc on était en 2002, donc qui est considéré souvent comme un fait pour les instituts de sondage du fait de la qualification de Jean-Marie Le Pen qui n'était absolument pas prévu. On va maintenant donc 5 ans plus tard.
Donc nous remontons donc tout simplement en décembre 2006. Donc à l'époque, il y avait deux favoris très clairs. Donc là encore une configuration où des favoris ont plus de 10 points d'avance sur les poursuivants. Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Effet de vote utile, il y a quand même moins de prétendants de part et d'autre. Donc on a moins de candidats. Ils sont même pas une dizaine, il me semble, un 4, 5, 6, ils sont pile poil 10. On remarque que Jean-Marie Le Pen est dans des scores qui sont supérieurs à 10%, et Ségolène Royal est autour de 30%. Lorsqu'on regarde la suite d'histoire, donc à partir de janvier, si Sarkozy se maintient, ce n'est pas le cas de Ségolène Royal. Et on va avoir surtout un François Bayrou qui va passer à partir de janvier à 10%. Donc lui, il était donné un petit peu moins de 10%. Et on voit qu'au résultat, hop, petit suspense. Donc Ségolène Royal termine à 26%, donc un petit peu plus bas. Nicolas Sarkozy à 31,18 et un petit peu plus haut que ce que lui disait le part des sondages. Par contre, Jean-Marie Le Pen, lui, il est plus bas. Donc là, son institut de sondage avait trop corrigé. On pourra remarquer la bonne performance de François Bayrou qui commençait en dessous de 10% en décembre, termine pratiquement à 20%. Typiquement, un score comme ça en 2002 et à d'autres élections peut donner accès au second tour. Bon là, à cette époque-là, en 2007, la barre d'accès au second tour était quand même plus haute. Ah, là, après, on va voir les seconds tours auparavant. Enfin, juste après, plutôt. Donc, en termes de second tour, si en décembre, c'était très partagé entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, comme on peut le voir ici, très rapidement, à partir de mi-janvier, Nicolas Sarkozy prend un net avantage dans les sondages et il ne va vraiment pas le perdre jusqu'aux élections. Donc, de temps en temps, il y a un 50-50, mais en pratique, c'est bien Nicolas Sarkozy qui mène le jeu auprès de tous les instituts de sondage. Alors, il y a pu y avoir d'autres choses qui ont été tentées, donc un prémonitoire Nicolas Sarkozy-Hollande, sauf que le résultat, ben, là, en 2012, se fera autrement. Mais voilà, c'était une hypothèse qui avait été testée en janvier 2005. Voilà. Donc nous allons passer maintenant à l'élection suivante qui est celle de justement de 2012. Donc là, donc c'est Sarkozy qui est président de la République suite dans ce qu'on vient de voir l'élection de 2007. Et cette fois-ci, c'est François Hollande qui se présente contre lui. Donc, quelle était la situation à la fin de l'année 2011? Donc la situation était celle-ci. Donc Nicolas Sarkozy et François Hollande sont à ce moment-là donc clairement favoris pour accéder au second tour de cette élection présidentielle, avec quand même une petite spécificité. François Hollande sort vainqueur d'une primaire. À l'issue de cette primaire, il était à 35%. Il faut savoir qu'avant cette primaire, il était déjà aux alentours de 29, 30, 28%, donc il était quand même assez élevé. Il avait pris la place de Dominique Strauss-Kahn en tant que favori pour la primaire du Parti socialiste. Et on s'aperçoit que l'effet primaire va commencer donc à son élection donc au sein du PS le 20 octobre, mais va durer grosso modo jusqu'en décembre. Fin décembre, ça commence à s'effriter et on va voir que dès 2012, l'avance de François Hollande prise par la primaire, ce surplus, cet effet primaire, va disparaître en janvier puisqu'il va plus atteindre les niveaux, enfin il va être à 30%, mais il ne va plus atteindre les 35% dans les sondages. Et il va finir d'ailleurs aux alentours de, si je m'abuse, voilà, pas à 28,5, donc juste devant Nicolas Sarkozy qui était à 27,18, enfin 1,5 point devant Nicolas Sarkozy. Et Marine Le Pen qui était donc à 17,90, donc il est resté à peu près constante durant toute cette campagne. Ce qui nous amène maintenant à la campagne de 2017, donc la toute précédente, celle qui a vu l'élection de Emmanuel Macron. Donc évidemment, hop là, j'avais oublié, et l'onglet me l'indique. Au niveau du second tour, François Hollande était un clair favori en décembre 2011. Et ça s'est tassé au fur et à mesure que l'année avançait. Bon, l'écart était un peu plus serré que ce que disaient les instituts de sondage, mais eux-mêmes donnaient un écart de plus en plus faible, notamment à partir de avril. Donc on voit que François Hollande passe sous les 55 à la dernière semaine d'avril. La campagne de Nicolas Sarkozy avait été particulièrement agressive à cette époque-là. Et relativement efficace, si on peut dire, par rapport au retard qu'il avait fin 2011. Donc maintenant, nous allons aller
à l'élection de 2017. Donc, on va surtout regarder les sondages du premier tour de l'élection de 2017. Et pour l'élection de 2017, nous allons surtout regarder ce qu'il se disait fin 2016, donc en décembre 2016. Donc, à l'époque, c'est François Fillon qui est le favori. Et Marine Le Pen contre Marine Le Pen, donc les partis socialistes étaient donnés perdants, et Emmanuel Macron aussi. Cependant, si on regarde l'histoire, on va un petit peu remonter le temps, on va aller jusqu'à un petit peu avant la primaire, peu avant la primaire, le cas François Fillon est assez peu testé. Donc là, on voit un sondage à 18,5, mais il est assez peu testé. C'est surtout Alain Juppé et Nicolas Sarkozy qui sont testés. À l'époque, Alain Juppé est vraiment le favori de la présidentielle, sauf que ce n'est pas lui qui est désigné par la primaire, c'est plutôt François Fillon qui est désigné, donc élu par les électeurs donc de droite, sachant que François Fillon avait une ligne beaucoup plus à droite que celle de Juppé. Juppé s'était beaucoup recentré vers une ligne assez centre-droit. François Fillon était lui dans une ligne très à droite. Cependant, François Fillon bénéficie de l'effet primaire, donc loin des 20% qu'on lui prédisait avant la primaire, ou 18. Donc il commence aux alentours de 30% dans les sondages. Il y a même un sondage qui passe à 34% si jamais ni Bayrou ni Emmanuel Macron se présentent. Mais dans le cas où il y a Emmanuel Macron, on est plutôt autour des 30%. Et ce que l'on remarque, c'est que lorsque l'on arrive déjà en décembre 2016, donc il n'y a pas eu beaucoup de sondages de décembre 2016, tout le monde était persuadé que le jeu était fait, mais cependant, lorsqu'on regarde les sondages, on voit un petit peu autre chose, c'est-à-dire qu'on voit déjà que François Fillon rebaisse l'effet primaire, là encore, s'estompe cette fois-ci assez rapidement, et de 30%, il est déjà à 26-27, donc il perd grosso modo 3 points. Et là-dessus, Emmanuel Macron commence à sortir, à décoller, à 18-19% selon la configuration dans certains sondages. Bon, plus souvent, il est autour plutôt de 14, 15, 16%. Il est vrai avec un Bayrou qui est quand même assez élevé à 6, 7 ou 8%. Là où ça va être important, c'est que en janvier, on va avoir déjà un changement de configuration. François Fillon qui continue à baisser, donc on précise qu'on n'a toujours pas les révélations du canard, c'est-à-dire qu'ici, il n'existe pas d'affaire Pénélope Fillon, il n'y a aucune affaire dessus, donc c'est un candidat tout à fait vertueux dans le jeu politique et surtout qui fait énormément la morale sur les affaires. Et cependant, il est déjà en train de baisser. On est 20, autour du 20 janvier, donc juste avant les révélations du canard enchaîné, on est autour de 25%, c'est-à-dire qu'on est passé de 30% fin novembre à fin janvier, 25%. Donc une perte de 5 points dans les sondages. Et en face, un Emmanuel Macron qui lui monte d'une position où il était autour de 15, éventuellement 17%, où il monte à 20%. Très clairement, on est dans une configuration de croisement des courbes déjà avant le canard enchaîné. Simplement, si on prolonge les courbes, on peut imaginer que François Fillon aurait reperdu 5 points sur les 7-8 semaines suivantes. Emmanuel Macron, en continuant sur la même lancée, aurait très bien pu en prendre 2 ou 3 points de plus. Et là, on voit que ça aurait fait une inversion des courbes sans même l'affaire. Donc, c'était les dynamiques avant même l'affaire François Fillon. Évidemment, l'affaire va tout changer. Donc, avec quand même un petit début de rattrapage à un moment donné. Donc, il me semble que c'était en février, mais avec de nouvelles, avec donc pas forcément de nouvelles révélations. C'est la décision de François Bayrou de ne pas se présenter qui va forcément apporter un coup de boost au candidat Macron et qui va complètement donc enterrer la candidature de François Fillon. Et ce qu'on va voir, donc il ne sera plus capable de revenir, donc il sera après donné plus ou moins à 20% en dessous des 20% jusqu'à l'élection. Donc malgré tout ce qui se passe. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'historique. Et donc effectivement, donc cela nous permet de voir aussi que l'effet primaire n'est pas forcément un effet définitif. On a pu le voir aussi pour des candidats plus petits, notamment Benoît Hamon qui avait bénéficié aussi d'un effet primaire à un moment donné au début de l'année 2017. Mais là encore, ça n'a pas forcément duré, puisqu'à un moment donné, ça a duré combien de temps? Donc on va tout simplement le prendre en compte. Euh, Benoît Hamon
il est nommé ici, donc là nous sommes en janvier. Il est effectivement donné à un 15%, donc devant Jean-Luc Mélenchon sur pas mal de sondages durant le mois de février. Ça va durer, bah, finalement il a réussi à durer un peu plus longtemps jusqu'en mars. Et à partir de fin mars, là on voit que les courbes se recroisent. Et une fois que les courbes se recroisent, bah, c'est terminé. Les électeurs font un vote utile en faveur de Mélenchon. Donc voilà, voilà. Donc c'est assez intéressant de faire cette rétrospective puisqu'on peut voir qu'était l'état réel des sondages en décembre. On voit que dans pas mal de cas finalement, le vainqueur est déjà là, notamment pour l'élection de 2007 et de 2012. L'élection de 2017, ce n'est pas encore le cas, mais on commence à voir une petite dynamique qui se fait. Alors effectivement, on ne saura jamais vraiment si cette dynamique aurait été allée jusqu'au bout ou pas, puisqu'il y a eu l'affaire du canard enchaîné qui a tout, qui a tout chamboulé. Mais voilà. En tout cas, si on devait tirer une conclusion sur la situation actuelle, au vu des scores actuellement, on peut se dire que Valérie Pécresse, qui bénéficie elle aussi d'une dynamique primaire, est peut-être pas si assurée que ça d'être au second tour. Ça serait la principale inquiétude si j'étais dans des équipes de campagne de Valérie Pécresse, c'est justement comment faire durer cette dynamique des primaires, sachant que Marine Le Pen est juste derrière et que, comme on l'a vu, la dynamique des primaires dure rarement jusqu'au jour de l'élection. Voilà. Bah, là-dessus, je vous souhaite un bon réveillon et je vous dis tout simplement à l'année prochaine. Bye bye!